Imaginons un instant un braquage de banque absolument parfait. Le casse du siècle, quoi. Mais la scène de crime défie toute logique. Les alarmes restent silencieuses, les caméras filment du vide et le coffre-fort n'a même pas une égratignure. Ouais, parce que le trésor volé, c'est pas des billets en fait. Exactement. Ce qu'on vient de voler, c'est une fraction de l'âme humaine. Le crime parfait, indétectable parce que ça se passe dans une dimension qui est invisible pour nous. C'est vraiment l'essence même de ce qu'on appelle le vol métaphysique. On parle d'une effraction complètement invisible, une intrusion chirurgicale où on te pille pas ton matériel mais ton énergie vitale, ton capital spirituel quoi. Et d'habitude, on aime bien ce qui est matériel, ce qu'on peut toucher, mesurer au millimètre près dans un labo. Mais aujourd'hui, on va vraiment bousculer tous ces repères. On plonge tête la première dans un document de plus de 200 pages qui s'appelle La vie rêvée du Bouddha Maitreya. Un texte sacrément dense, ouais. Ah ça, oui. C'est une autobiographie ésotérique publiée en 2017, écrite par la Québécoise Doris Ouellette. Et à travers ce texte, on découvre le témoignage vertigineux d'une femme qui affirme non seulement être la réincarnation du Bouddha, mais surtout être la victime d'un immense complot métaphysique. Un complot orchestré par les plus hautes sphères du bouddhisme tibétain. Et là, il faut faire une pause et préciser un truc super important pour notre audience. Ce document, il est explosif. Il lance des accusations très graves de vampirisme énergétique et de manipulation contre des figures religieuses bien réelles. Comme le Karmapa au Jien Trenley par exemple. Voilà, des gens qui sont toujours en activité aujourd'hui, donc notre démarche ici, elle est purement analytique. On cartographie l'architecture d'une croyance, on essaye de comprendre la réalité subjective de l'auteur de l'intérieur, on rapporte juste ses écrits, on ne prend pas parti et on ne valide aucune de ces allégations judiciaires, évidemment. C'est très clair. Bon, décortiquons un peu tout ça, parce que son parcours, il est tout sauf banal. Pour en arriver à accuser des maîtres bouddhistes de vol interdimensionnel, il faut remonter à une faille, un espace super particulier qu'elle ressentait dès l'enfance. Une enfance au Québec, dans les années 50. Ouais, elle naît en 56 à Jonquière. Sur le papier, c'est une enfance de classe moyenne très classique. Sauf qu'elle décrit un état intérieur permanent, qu'elle appelle simplement le vide. Et c'est pas un petit coup de blues ou un manque affectif passager, hein. Non, pas du tout. C'est une absence totale d'émotion. Ni grande tristesse, ni euphorie, juste un silence abyssal. Et il y a cette scène dingue dans ses mémoires. Toute petite, pendant qu'il y a des invités au rez-de-chaussée, elle se retrouve littéralement en train de flotter au ras du plafond de sa maison. Ah ouais, la fameuse sortie de corps, mais très jeune. C'est ça ? Elle regarde les adultes parler en bas avec un détachement absolu. Elle réalise bien avant l'adolescence que le corps, c'est juste un scaphandre temporaire. Et ce vide, c'est vraiment la clé de voûte de son système. Un psy classique qui entendrait ça aujourd'hui, il pourrait y voir un trouble dissociatif profond ou une forme de dépression atypique. Mais pour Doris, c'est pas du tout une pathologie. Ce vide, c'est un réceptacle. Un espace pur, prêt à accueillir autre chose, c'est ça. Exactement. Elle explique que c'est justement parce qu'elle était vidée des attaches émotionnelles humaines qu'elle pouvait faire entrer le divin. Le tout, avec un grand T. Et ça lance une quête spirituelle frénétique. Elle va tout tester, genre le yoga intensif, le soufisme, et elle va beaucoup s'accrocher au bouddhisme zen. Alors là, je t'avoue que j'ai du mal à la suivre sur ce point. Se sentir vide en permanence, flotter au plafond, ça ressemble quand même vachement à une perte d'ancrage totale. Comment elle fait pour pas juste sombrer dans une forme de folie ? C'est vraiment le fil du rasoir sur lequel elle marche pendant des années. Elle avoue elle-même qu'elle oscille entre l'abîme et la lumière. Le zen l'aide un temps parce qu'il valorise ce qu'on appelle l'esprit du débutant. C'est-à-dire l'approche sans préjugés, la page blanche ? Voilà, ça résonne parfaitement avec son vide intérieur. Mais tu as raison, l'ancrage manque cruellement. Jusqu'à ce qu'un événement cosmique vienne donner un sens définitif à toute cette errance. Et cet événement, c'est le point de bascule de tout le livre. On est en août 2014. Il y a un phénomène de superlune, tu sais, quand elle est immense et écrasante de luminosité, et là, révélation fulgurante. Elle entend une voix céleste qui lui dit texto « Tu es le Bouddha Maitreya ». Rien que ça ? Rien que ça, ouais. Elle explique avoir déjà existé à l'époque de Gautama Bouddha, mais qu'elle a fait le choix de reprendre un corps aujourd'hui, et surtout un corps féminin, pour achever ses enseignements. Ce qui est fascinant ici, c'est la précision avec laquelle elle réinterprète des concepts théologiques tibétains hyper pointus pour valider son histoire. Elle dit pas juste « je suis l'élu », elle utilise la figure du Pratyeka Bouddha pour expliquer son évolution. Attends, pause.
Pratika Buddha, Bodhisattva, on croit souvent ces mots, mais concrètement, dans son système à elle. C'est quoi la différence finalement? Une histoire de grade spirituel? D'une certaine manière, oui. Traditionnellement, le Pratika Bouddha, c'est un Bouddha solitaire. Il atteint l'illumination par ses propres moyens, mais il reste dans le silence. Il n'enseigne pas aux autres. Doris affirme avoir d'abord atteint ce stade de perfection solitaire. D'accord, donc l'éveil juste pour soi-même. C'est ça. Mais elle réalise que face à l'état désastreux du monde, c'est pas suffisant. Donc elle opère une mutation spirituelle pour devenir un bodhisattva en action. Un être éveillé qui renonce à la paix du nirvana pour replonger dans la souffrance terrestre, par compassion. Pour libérer une humanité prise en otage par des forces occultes, si j'ai bien compris. Exactement. Son but, c'est de déclencher un âge d'or planétaire. Elle descend en arène. Mais le fait qu'elle s'incarne spécifiquement en femme au Québec, c'est pas un hasard de la génétique dans son récit. C'est un choix stratégique majeur. Et elle invente même un cadre théorique complet pour justifier ce corps physique. Ce qu'elle appelle la science des femmes. C'est l'épine dorsale de son livre. Pour théoriser ça, elle s'empare du symbole du Tao, tu sais, le cercle du yin et du yang. Sa logique repose sur une loi d'équilibre cosmique très stricte. Le corps physique de la femme est, par nature, yin, lié à la réceptivité à l'intériorité. D'accord. Mais vu que l'univers a horreur du déséquilibre, si le véhicule physique est yin, alors l'architecture invisible de la femme, ses corps spirituels, doit impérativement être de polarité yang, une énergie solaire, active et créatrice. Et donc, pour les hommes, c'est l'inverse complet. Totalement. L'homme a un corps physique extériorisé et actif, donc yang, ce qui veut dire que sa constitution spirituelle invisible est de nature yin. Mais c'est une inversion totale du dogme traditionnel. C'est audacieux de redessiner le yin et le yang toute seule dans son coin. En fait, c'est comme si l'énergie spirituelle fonctionnait comme un système bancaire inversé. Comment ça? Si on imagine que la puissance d'action, c'est une monnaie, les hommes, avec leur polarité physique yang, ils ont la carte de crédit visible sur Terre. Ils agissent dans la matière, ils bâtissent des empires. Mais les femmes, étant spirituellement yang, ce sont elles qui détiennent le compte épargne cosmique. Leurs coffres sont pleins à craquer dans la banque de l'invisible. À compte épargne cosmique. L'image est excellente. C'est exactement la dynamique qu'elle décrit. Et ce capital invisible a une densité réelle. Elle explique que ça permet aux femmes d'engendrer les corps subtils supérieurs dans l'invisible. Elle utilise des mots sanscrits très précis, genre le Dharmakaya et le Sambhogakaya. Oula! Dharmakaya, Sambhogakaya, le vocabulaire claque, mais physiquement, de quoi on parle? C'est une sorte de bouclier énergétique géant, une aura surdéveloppée? Ce sont des concepts issus de la doctrine des 3 corps du Bouddha. Le Dharmakaya, c'est l'essence pure, le corps de vérité sans forme. Le Sambhogakaya, c'est le corps de félicité, une forme lumineuse visible seulement par les pratiquants hyper avancés. Et selon la science des femmes, la polarité yang occulte des femmes fait d'elles les seules vraies génératrices de ces corps de lumière. Elles enfantent la matière spirituelle. Ah oui, carrément. Et l'implication va super loin. Elle soutient que si les femmes prenaient conscience de ce pouvoir et l'ancraient sur Terre, cette énergie lunaire aurait un effet thermique mesurable. Elle affirme très sérieusement que ça pourrait rafraîchir la planète et stopper le réchauffement climatique. Attends, sérieux. Au lieu de planter des forêts ou de limiter le CO2, elle dit qu'il faut utiliser l'énergie lunaire des femmes comme un climatiseur métaphysique. La portée de son idée est gigantesque. Mais si on reprend notre métaphore de la banque cosmique, avoir un compte épargne rempli de crédits capable de sauver le climat, ça devient extrêmement dangereux. Ça attire forcément les prédateurs, ouais. Voilà. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il se passe quoi quand on possède la ressource la plus convoitée de l'univers, mais qu'elle est invisible à l'œil nu? C'est le point de bascule tragique de son autobiographie. Forte de ses révélations, elle commence à fréquenter les centres bouddhistes tibétains en Occident. Et au début, c'est la lune de miel. Des extases mystiques prolongées, elle pense avoir trouvé ses pairs. Et ça tourne mal. Très mal. Cette harmonie vole soudainement en éclats. Elle commence à ressentir un effondrement énergétique incompréhensible, sa concentration s'évapore, son lien direct au divin se brouille comme une radio qui perd sa fréquence. Et c'est là qu'elle accuse formellement de très hauts dignitaires tibétains de lui avoir dévissé et siphonné ses corps lumineux par le chakra de la base. L'expression « dévisser un chakra », ça me glace le sang. On dirait presque de la plomberie spirituelle ou une opération chirurgicale à vif. Elle parle d'ailleurs de la perte de son lotus d'or et de la disparition de sa libido. Mais
c'est quoi ce lotus d'or? On dévisse pas une âme avec une clé à molette. Dans sa terminologie, le lotus d'or, c'est l'ancrage suprême de sa puissance spirituelle, situé à la base de sa colonne vertébrale. Le dévissage, c'est une manipulation occulte où des pratiquants maîtrisant les arts tantriques sombres viennent de force déceler ce centre pour y brancher un tuyau d'aspiration, en quelque sorte. C'est pas une déprime passagère, c'est décrit comme un viol de son anatomie subtile. La perte de libido, pour elle, c'est la preuve physique qu'on a arraché son énergie créatrice de base. C'est terrifiant. Mais pourquoi? Quel est le mobile de ce crime? Pourquoi des figures religieuses mondialement respectées s'amuseraient à vampiriser une Québécoise dans l'astral? Le mobile se trouve dans la logique mathématique de sa science des femmes. Souviens-toi, les hommes ont un esprit yin. Ils sont donc spirituellement passifs, incapables de générer la lumière des corps divins par eux-mêmes. Ah, donc ils doivent la voler. Exactement. Pour maintenir une hiérarchie patriarcale absolue, ces maîtres corrompus auraient désespérément besoin de ce carburant lumineux. En volant le capital invisible des femmes, ils s'enveloppent d'une aura artificielle. Ça booste leur charisme, leur magnétisme, et ça garantit l'allégeance aveugle des foules. C'est une affirmation massive, mais ça pose une question critique. Comment on fait la différence entre les épreuves naturelles d'un cheminement intense, ce que les mystiques appellent la nuit noire de l'âme, ou une kundalini qui se passe mal, et un véritable piratage énergétique de l'extérieur? Comment elle sait que la douleur vient des autres? C'est toute l'ambiguïté vertigineuse de l'expérience mystique, parce que tout se joue dans la perception intime. Pour elle, la différence, c'est la sensation de dépossession. Dans une nuit noire de l'âme, tu te sens perdu, mais l'âme reste intacte. Là, elle décrit la sensation tactile d'être dépecée, pendant que les ravisseurs qu'elle identifie continuent de briller publiquement. Ah ouais, l'injustice totale, quoi. Si l'on relie cela à une perspective plus globale, au-delà de l'ésotérisme, on y voit une métaphore hyper percutante des dynamiques d'abus spirituels et des dérives sectaires. La fidèle investit tout ce qu'elle est et l'institution s'en nourrit pour garder le pouvoir. Doris illustre le danger absolu d'abdiquer sa souveraineté personnelle sur l'autel de la dévotion. C'est la trahison ultime. Se faire voler son essence par ceux qui sont censés te guider. Mais face à ce complot qui mêle patriarcat millénaire et magie noire, elle s'effondre pas dans le silence. Puisque la guerre est invisible, elle va utiliser l'arsenal le plus administratif et matériel possible pour contre-attaquer. Un revirement fascinant, ouais. Le 7 juillet 2007, le 07-07-07, une date dont la résonance numérologique est un appel clair pour elle. Elle passe à l'action. Elle rédige une lettre officielle, une mise en demeure spirituelle, exigeant la destitution immédiate du 17e Karmapa, Ojien Trinley. Par la poste? Ouais, elle l'accuse noir sur blanc d'activité de démon. Et elle glisse pas ça sous le tapis. Elle envoie plus d'une centaine de lettres recommandées aux dirigeants bouddhistes et directeurs de centres à travers la planète. Le contraste est spectaculaire. C'est l'affrontement asymétrique par excellence. Une femme isolée, depuis son bureau, qui lance des courriers pour décapiter la hiérarchie de l'une des traditions les plus puissantes du monde. Mais sur quoi elle se base pour espérer être prise au sérieux? Elle utilise leurs propres armes contre eux, les prophéties. Elle invoque une mise en garde laissée par le 5e Karmapa, Deshin Shekpa, plusieurs siècles avant. Cette prophétie annonçait l'arrivée future d'une incarnation démoniaque, ce qu'on appelle un briseur de Samaya. Un briseur de Samaya, c'est quelqu'un qui rompt un vœu sacré, c'est bien ça? Tout à fait. Le Samaya, c'est le lien sacré, indéfectible, entre le maître et le disciple. Le briser par abus de pouvoir, c'est l'une des pires transgressions karmiques. La prophétie disait que cette entité usurperait le titre du 17e Karmapa. Et Doris se positionne comme le témoin oculaire et la victime directe de l'accomplissement de cette prophétie. Donc elle est convaincue d'avoir démasqué l'imposteur, mais on sent bien que son combat ne s'arrête pas à une vendetta personnelle contre un maître. Ce qu'elle propose à la fin de son livre, c'est carrément une refonte de la civilisation humaine, non? Complètement. Sa vision finale prend une dimension juridique. Elle exige que la Déclaration universelle des droits de l'homme soit mise à jour d'urgence pour intégrer notre nature multidimensionnelle. Comment ça, concrètement? L'article 4 qui interdit l'esclavage, par exemple, elle veut qu'il interdise clairement de capturer les corps astro ou éthériques de quiconque, que les actes de torture psychique et énergétique infligés à distance soient punis par la loi. Elle veut instaurer un droit à la propriété privée inviolable pour nos âmes, en gros. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? D'un côté, on a une cosmologie extrêmement complexe, avec des batailles invisibles entre des chakras dévissés et des maîtres corrompus.
Mais de l'autre, on a l'histoire profondément touchante d'une femme qui refuse de se laisser écraser. Son but ultime, c'est de rétablir une symétrie parfaite entre matriarcat et patriarcat. C'est la résistance farouche pour pas laisser son libre arbitre se dissoudre dans l'autorité. Cela soulève une question importante sur notre rapport aux hiérarchies. Derrière le vocabulaire vertigineux de l'occulte, c'est la mécanique très humaine de la quête de sens. C'est la recherche viscérale de la souveraineté sur son propre corps et esprit. L'expérience de Doris nous force à scruter comment le pouvoir s'exerce au sein des cercles initiatiques où l'absence de garde-fou peut laisser le champ libre aux emprises. Et c'est cette notion de garde-fou qui me ramène à notre métaphore du braquage de banque du début. Doris milite corps et âme pour une protection juridique de nos identités invisibles. Au premier abord, demander des lois pour l'aura astrale, on dirait de la science-fiction. C'est clair. Mais prenons du recul. Aujourd'hui, on se déchire pour encadrer la protection de nos données numériques, pour réguler des algorithmes impalpables, pour défendre notre vie privée en ligne. Ces choses-là sont invisibles, mais elles contiennent l'essence de nos vies, nos pensées secrètes. Sommes-nous vraiment si éloignés de la croisade de Doris ? Si la science de demain venait à prouver l'existence tangible de ces corps énergétiques, comment notre système de justice s'adapterait ? Quelle serait la jurisprudence exacte pour un crime parfait commis sans la moindre trace matérielle, directement contre l'anatomie de l'âme ? Voilà une piste de réflexion assez vertigineuse que je laisse infuser chez ceux qui nous écoutent. Gardons à l'esprit que notre lecture de la réalité s'arrête souvent là où notre imagination capitule. À très vite pour une nouvelle exploration.